Bonjour à tous et puis bienvenue pour cette conférence. Donc on a le plaisir et l'honneur d'accueillir Jacques Tardif, qui est professeur à l'université de Sherbrooke et spécialiste de la pédagogie universitaire et de l'évaluation dans les dispositifs de formation. Donc nous allons commencer. C'est OK sur l'Orient? Oui? Oui, c'est bon. D'accord, OK. Avec un petit décalage. Bonjour, ça me fait plaisir de vous rencontrer. Je vais jeter un coup d'œil, oui, je me vois de dos là. Et je suis content d'être arrivé parce qu'avec la grève de la SNCF et tout, et j'ai eu le plaisir de devancer mon voyage d'une journée. Et j'avais un siège à l'étage et ce TGV n'avait pas d'étage. Alors j'ai vu comment en France on se débrouillait dans des situations imprévues et tout. Et voilà, je suis là, ça me fait plaisir. Et ce truc-là s'appelle, juste avant de parler de ça, de la conférence, j'aimerais vous dire que dans la présentation qui a été faite, il faudrait ajouter professeur émérite de l'Université de Sherbrooke, ça veut dire un vieux monsieur qui a quitté l'enseignement et qui fait autre chose maintenant, tout en étant attaché à cette magnifique université. Et en arrivant sur le campus ici, ça me fait penser un peu à Sherbrooke, où le campus est en dehors de la ville, sur une petite colline comme ça, près des arbres et tout. Alors voilà, et puis depuis une dizaine d'années, je travaille beaucoup dans l'approche par compétences. J'accepte de temps en temps de faire une présentation sur l'approche par compétences. J'hésite parfois à faire ça parce que d'abord, il y a plusieurs concepts qu'on utilise. Il y a des gens qui parlent de l'approche par compétences, il y a des gens qui parlent de l'approche programme, et tout à coup, il y a des gens qui parlent de la cohérence pédagogique. Alors, il y a beaucoup de mots qui se promènent comme ça dans l'univers des formations. J'essaierai de dire, je vais dire que c'est un peu, on est tous dans les mêmes eaux, dans la même logique, et que, selon moi, il ne faut pas trébucher sur les concepts ou sur les mots. Donc, j'essaierai de rendre ça, de créer le maximum de liens, plutôt que de créer le maximum d'opposition entre les mots. Et puis, ce que je vais faire, la conférence s'appelle comme ça. Le titre suivant, l'approche par compétences, repenser la formation et l'évaluation. Alors, j'avais discuté de cela avec Madame Gandon et nous nous étions entendus sur ce titre-là. Je vais faire, croyant que l'attention des gens, après 20 minutes, on commence à naviguer ailleurs, je vais faire une première partie, 30 minutes ou 40 minutes. Ensuite, période de questions, et je vais reprendre la parole pour une trentaine de minutes et vous redonner et prévoir un échange. Comme ça me permet personnellement d'être un peu plus catégorique ou d'introduire moins de nuances en pensant que ces nuances viendront grâce à vos questions et tout. Et si vous avez des commentaires, si par exemple vous avez des positions contraires à celles que je présente, ça ne m'intimide pas, allez-y, argumenter là-dessus, il n'y a aucun problème pour moi. Donc voilà, j'espère que ça dépassera toutefois la sensibilisation pour aller un peu plus loin et se préoccuper de comment on fait, comment on pourrait mettre en place de telles approches, si jamais on veut mettre en place de telles approches. Et je sais que dans cette université, des gens, notamment en droit, sont en train de réfléchir à la mise en œuvre de l'approche programme, ou l'approche par compétence. Si on me donnait 5 minutes ou 3 pour dire pourquoi est-ce que vous faites dans la vie ce que vous faites professionnellement, ou pourquoi vous vous intéressez tant aux compétences, je dirais ceci, dans le but que les étudiants puissent donner du sens à leurs apprentissages. Je suis quelqu'un qui est très préoccupé par les questions de l'étudiant. À quoi cela sert-il? Pourquoi ce cours ou cette unité d'enseignement fait-elle partie de mon programme ou de ma formation? Quels sont les usages? Alors, je trouve que ces questions sont intéressantes, très semblables, et devraient préoccuper beaucoup les enseignants ou les enseignantes
dans le soutien à l'apprentissage. Et puis, on a beaucoup d'exemples où on s'aperçoit que, franchement, les étudiants n'ont pas retenu beaucoup de choses de leurs apprentissages, où on a l'impression qu'ils ont fréquenté des informations, mais que ça ne s'est pas intégré dans leur tête. Il faut dire que quand on accepte que des étudiants réussissent en ayant 10 sur 20, on accepte qu'il y a des lacunes extrêmement importantes dans l'apprentissage. Et en plus, quand on accepte que certaines unités ou certains cours puissent être compensés par d'autres et que quelqu'un puisse avoir 7 sur 20, donc il y a 13 sur 20 qu'il ne connaît pas, on ne sait pas trop s'il ne connaît pas, et ça puisse être compensé par autre chose, disons que c'est un peu logique que l'étudiant estime que l'apprentissage c'est pas toujours essentiel, ou en tout cas qu'il y a des choses dans l'apprentissage qui ne sont pas essentielles. Et les compétences sont dans une toute autre logique que ça. Et dans les compétences, on parlera même d'apprentissage incontournable ou d'apprentissage critique où l'étudiant doit démontrer la démonstration de cela hors de tout doute raisonnable, et non pas, je parle comme un juriste, et non pas pour dire tu as obtenu une moyenne et ça va dans le... Donc, cette préoccupation-là, ce qui me permet de dire que l'approche par compétence est apparue dans les années, ça fait longtemps que ça existe, mais que le milieu universitaire se soit approprié ou intégré ce concept-là depuis 10-15 ans. Et il y a une filiation, l'approche par compétence, avec les lacunes qu'on a observées dans les formations jusqu'à maintenant, ou les limites. Et personnellement, l'approche par compétence ou l'approche programme, pour moi, ce n'est pas une secte. C'est quelque chose qui veut répondre à des limites des formations qu'on a eues jusqu'à maintenant. Est-ce qu'il y aura autre chose dans 10 ans? Certainement. Ça ressemblera à quoi? Ben, ça dépendra jusqu'à quel point on aura réussi ce qu'on met en œuvre dans l'approche par compétence, ou dans l'approche programme, ou dans l'alignement pédagogique, pour le dire comme ça. Je voudrais juste insister là-dessus, c'est une diapo accidentelle dans mon montage. C'est parce que l'apprentissage dont je vais parler, moi, c'est celui-ci. C'est un changement permanent. Alors, dans le fond, si on dit, l'étudiant a appris quelque chose en génie dans le premier semestre ou le deuxième semestre, et quand il fait des projets dans le 4e semestre, il l'a oublié, je dis, c'est assez spécial qu'il l'ait appris, qu'il l'ait oublié. Donc, il y a probablement un petit problème là de compréhension ou de définition de ce qu'est l'apprentissage. Disons pour moi, aujourd'hui, quand je parle d'apprentissage avec vous, c'est un changement permanent. Alors, si c'est un changement permanent, ben, ça serait bizarre ou étrange que ce soit oublié un jour. On pourrait devoir réactiver cette connaissance ou ce savoir, savoir-faire, savoir-être, peu importe comment vous parlez. Mais ça serait là quelque part. Et puis, pour insister là-dessus, il y a des gens, notamment dans les pays scandinaves, les Finlandais, entre autres, et les Suédois, ont distingué, c'est vrai que c'est discret comme pointeur laser, ont distingué l'apprentissage en surface de l'apprentissage en profondeur. C'est pas l'objet de ma conférence, mais je vais juste insister là-dessus. Je devrais... Non? Je fais juste en sorte que les personnes de l'Orient vous voient de face. Ok, c'est bon. Ils me voient de dos. Pour l'instant. C'est assez désagréable. Ils voient que je deviens chauve en vieillissant. Donc, l'apprentissage en surface, c'est quelque chose qui est de la mémoire. On mémorise quelque chose et tout, mais ce sont pas des apprentissages pour lesquels nous nous sommes interrogés. Dans quel contexte, dans quelle situation pouvons-nous utiliser ces connaissances-là? On a appris quelque chose, alors que l'apprentissage en profondeur est un apprentissage... Ah, c'est vrai que ça a l'air mieux. Et l'apprentissage en profondeur est un apprentissage où on crée des liens. Ces gens-là demandent, par exemple, dans l'évaluation, de faire des mind maps, des réseaux de concepts, des cartes conceptuelles, s'interrogent sur à quel moment on peut l'utiliser, à quel moment on peut plus l'utiliser. Et donc voilà, moi je parlerai plus d'apprentissage en profondeur sans nier que l'apprentissage en surface existe. Pourquoi que je prends 5 minutes sur cette diapo-là? Parce que ces recherches-là des pays scandinaves ont dit quelque chose de très intéressant. On ne sait pas si les personnes naissent avec une propension ou une orientation vers l'approche en surface ou l'approche en profondeur. Ce qu'on sait avec certitude, c'est que
les enseignants incitent les étudiants à une orientation donnée. Si, par exemple, dans la formation de l'étudiant, les premiers semestres ont comme outil d'évaluation des questionnaires à choix multiples, des QCM ou des vrais ou faux, ça induit l'apprentissage en surface, ça n'induit pas l'apprentissage en profondeur. Alors on pourrait dire, c'est ennuyant que les étudiants fassent ça, mais il faudrait se poser la question, est-ce que, comme enseignants, nous ne sommes pas des gens qui incitons, qui induisons quelque chose, étant donné surtout nos pratiques évaluatives, puis il faut tenir compte des grands nombres et tout, mais voilà. Alors donc, voici pour l'apprentissage en surface et en profondeur, c'est juste une mise au point. Et je dirais que je plonge dans le cœur de ma conférence ou dans le cœur de la présentation que je vais faire avec vous. D'abord, deux analogies que moi je qualifie intéressantes, mais ça n'a aucune importance au qualificatif. Une première, les sociologues de l'éducation ou des gens qui s'intéressent, qui prennent de la distance par rapport à ce que nous faisons, disent c'est vraiment curieux parce que vous êtes parmi les derniers groupes professionnels des enseignants qui vivaient dans la logique d'une chaîne de montage. Par exemple, vous voulez former des gens dans le domaine de l'ingénierie mécanique, disons. Alors, vous commencez le premier semestre, il y a un prof qui enseigne des maths, il y a un prof qui enseigne la physique, il y a un prof qui enseigne les circuits électroniques, il y en a un autre qui enseigne la conception. C'est même pas nécessaire que ces gens se parlent, mais ils travaillent, ils mettent des pièces sur une chaîne de montage, ça va comme ça. Et quand on arrive au troisième semestre, au quatrième, au cinquième, où on fait de la conception, ben là, il y a quelqu'un tout à coup qui va essayer de faire un amalgame de ça. Alors, pensez à l'ensemble des formations. Vous pouvez penser au domaine de la santé, au domaine des enseignants, de l'architecture. C'est un modèle que nous connaissons bien. C'est quelque chose que on est bien formaté pour cela et on travaille dans cette chaîne-là. Et c'est cette chaîne-là qui crée énormément de problèmes ou de limites dans les formations qu'on fait maintenant. Donc, les compétences vont s'inscrire dans une approche, dans une logique très différente de celle-là. Et puis, il y a ces deux analogies. On pourrait dire que plusieurs enseignants se comportent comme si l'étudiant pouvait reproduire intégralement des informations. Les questionnaires à choix multiples sont le meilleur exemple de cela. Même les formulations utilisées par les profs ou les livres qu'on a lus sont reprises. Et puis, disons, ça, je vais pas parler de ça, mais j'imagine que quelqu'un un jour a dit quelque part, il y a des behavioristes dans la vie, puis il y a des constructivistes ou des socio-constructivistes. C'est pas grave que vous connaissiez pas ces mots-là, mais il y a un certain consensus dans les recherches en psychologie de l'apprentissage qui disent l'apprentissage, c'est une construction. C'est une construction à tel point que si nous étions ici un groupe d'apprentissage, et qu'il y avait une journaliste à la porte ou un journaliste qui, après les 2 heures, vous interroge. Il y a des gens qui diraient des choses que je n'ai jamais dites, mais c'est pas grave, ils ont construit quelque chose. Et puis, si vous aviez pas vos notes, ça prendrait comme 5 minutes, même pas, pour raconter tout ce que vous avez retenu. Parfait. C'est ça l'apprentissage. Vous avez construit quelque chose. Vous êtes incapable de répéter ce que j'ai dit, c'est parfait aussi, parce que c'est pas l'objet de l'apprentissage. Donc ça, c'est quelque chose, et ça induit beaucoup l'apprentissage en surface, parce que ça amène quelqu'un à regarder comment c'est libellé, comment c'est formulé et tout. Et erreur dans la présentation des formateurs, je vais passer rapidement là-dessus, parce que ça fait juste comme situer le décor. La première erreur, je dirais celle-ci, c'est celle qui nous crée le plus de problèmes. La théorie doit toujours précéder la pratique. C'est pour ça qu'on fait des semestres de théorie en entier, parce qu'on veut donner une base de connaissances à quelqu'un, puis on dit, oh wow, quand il aura cette base de connaissances-là, il va agir sur la base de connaissances. L'autre erreur, c'est d'estimer que tout doit être morcelé, divisé, fragmenté, fractionné en discipline. Le meilleur exemple, c'est toujours les mathématiques, parce que les gens en maths estiment que c'est tellement beau, leur matière, c'est tellement profond, c'est tellement exigeant qu'il faut passer
maths 1, 2, 3, avant de pouvoir concevoir des projets en architecture, en ingénierie, en fiscalité. Il faut passer beaucoup de temps avant de pouvoir faire des colonnes de chiffres. Donc voilà. Et puis aussi, ben là, on arrive vers les compétences. Dans la formation, le développement des compétences est pris en charge au moment des stages ou de l'alternance ou dans les projets, ce qui fait en sorte que plusieurs enseignants sont jamais obligés de se préoccuper du développement des compétences. Ils se préoccupent des savoir-faire qui ont été présentés aux étudiants et quelqu'un d'autre est responsable de ça. Disons, les pires lieux seraient ceux où les compétences sont en lien avec les stages ou l'alternance et que les enseignants en milieu universitaire ne s'occupent pas, ne sont pas responsables de l'évaluation des apprentissages dans le stage ou dans l'alternance. Alors là, il y a une coupure radicale et ça fait en sorte que les gens disent il y a des lieux pour la théorie, il y a des lieux pour la pratique et on voit un schisme incroyable entre les deux. Voilà. Donc, ça c'est la base. Je suis plus activement engagé à l'université, mais j'ai été quelqu'un qui a été 39 ans et qui a été très préoccupé par la recherche. Je suis de formation psychologue de l'éducation, educational psychologist, ou quelqu'un qui fait une base en psychologie et à la maîtrise et au doctorat se préoccupe de l'apprentissage. Donc ma vie, c'était ça. Et j'ai commencé cette vie professionnelle dans les écoles primaires avec des enfants déficients mentaux pour arriver, voilà, en milieu universitaire un jour. Donc, je suis très préoccupé par qu'est-ce que les recherches racontent, qu'est-ce que les observations racontent. Et j'ai repris en vrac quelques conclusions, une dizaine de ce que les recherches racontent par rapport à ce que nous faisons maintenant ou par rapport aux étudiants qui sont dans le... Alors, si on regardait j'ose plus prendre le pointeur laser, si on regardait les formations offertes actuellement, on dirait qu'il y a 4 grandes conclusions qui ressortent. C'est que les apprentissages qui sont faits en milieu universitaire restent rivés au mur de l'université. Ça ne sort pas. C'est pas quelque chose que les gens utilisent à l'extérieur de l'université. Même parfois, on peut demander à des gens qui sont en stage ou qui sont de jeunes professionnels, quelles sont les théories que tu mets en œuvre? Celles que tu as vues à l'université, la réponse est assez décevante, parce qu'ils ont développé des savoir-faire ou quelque chose de l'ordre de la pratique, qui sont pas nécessairement appuyés sur toutes ces ressources théoriques qu'ils ont vues à l'université. Et puis, bon, ça devait être, c'est prévisible, disons, les apprentissages sont essentiellement théoriques et fortement disciplinaires, alors que plus la complexité des situations évolue dans notre société, moins les champs disciplinaires isolés expliquent quelque chose. On a besoin de transdisciplinarité ou de multidisciplinarité, au point où, par exemple, à partir de l'an prochain, en Finlande, d'ailleurs c'est toujours le pays, ou presque le pays qui est toujours le premier dans les enquêtes PISA, il n'y aura plus à l'école primaire et à l'école secondaire aucun découpage disciplinaire. On va plus retrouver ça et la scolarité sera faite à partir de problèmes, de cas, voilà, qui vont obliger les enfants ou les adolescents à toujours être dans un contexte pluri-trans ou multidisciplinaire, peu importe comment vous appelez ça. Donc, je reviens à mes raisons. Et puis, quelque chose de très important, ce qu'on fait maintenant n'a pas des effets, mais n'a pas beaucoup d'impact ou de retombées sur des compétences qui permettent de résoudre des problèmes complexes, notamment des problèmes qui présentent des enjeux éthiques. Parenthèse, les Québécois, quand ils disent des mots qui se terminent par IQE, disent TIC. Alors que les Français disaient tic, donc c'est dur pour moi de dire ça. Alors je vais une fois lever mon cou, après je ne le ferai plus. Donc présentant des enjeux éthiques. Et donc il faut prévoir des lieux dans la formation pour pouvoir travailler là-dessus. Et puis très important,
On a jusqu'à maintenant une influence limitée sur le développement de la pensée critique. Par exemple, quand on pense à la validité des informations qu'on va chercher sur Internet, sur Wikipédia ou peu importe, et puis peu d'impact sur la flexibilité par rapport au point de vue contradictoire ou aux interprétations multiples. Je veux dire, par rapport à un phénomène, il n'y a jamais un seul point de vue. Il y en a 3 ou 4 et si on travaille dans un contexte de coopération interprofessionnelle, disons, ces points de vue-là doivent être pris en compte dans l'analyse du problème et c'est pas quelque chose qu'on développe aisément chez nos étudiants. Donc, 4 conséquences, 4 limites, disons, de ce qu'on fait maintenant. Et 3 raisons qui touchent aux étudiants eux-mêmes. La dernière était prévisible, attribution limitée de sens à l'apprentissage. C'était d'ailleurs, quand j'ai dit que c'est le dernier point, là, quand j'ai dit que j'avais 3 minutes ou 5 minutes, je dirais, voilà. Ce qui est le plus étonnant, c'est une baisse de la motivation ou de l'engagement des étudiants au fur et à mesure de la formation, alors que ça devrait être l'inverse en théorie au moins, de dire que on est tellement content de ce qu'on apprend, on est tellement impressionné par la professionnalisation qu'on permet, qu'on est toujours là et que les salles ne sont pas vides. Mais on observe quelque chose qui n'est pas du tout de cette nature-là. Et même au début de la formation, on observe un assez bon niveau de motivation et d'engagement. Honnêtement, pour tout l'argent qu'on met dans la formation universitaire et autres, et tous les investissements qu'on y fait, humains, matériels, c'est assez étonnant de penser que dans des grands amphis, alors qu'il devrait y avoir 400 personnes, il y en a 30, et que ceux qui réussissent ne sont pas nécessairement les 30 qui sont là. Donc, ça pose des questions importantes sur, mon Dieu, comment soutenons-nous l'apprentissage ou comment pouvons-nous soutenir davantage l'apprentissage. Et pour terminer cela, mais là, c'est plus sociologique comme recherche. Disons, pourquoi il faudrait aller vers les compétences ou pourquoi il faudrait s'éloigner de quelque chose qui est de l'ordre de la chaîne de montage. D'abord parce que on est dans des situations problématiques où, peu importe ce qu'on fait dans la vie, où il faut se faire une représentation très claire et passablement exhaustive du problème, pour bien mettre en action une solution ou une manière d'interagir et avoir des représentations qui sont nuancées aussi. Et bon, voilà, ça je passe rapidement là-dessus. Ces problématiques-là requièrent des solutions qui sont trans ou multidisciplinaires, là, comme j'ai dit, peu importe comment vous appelez ça, parce que les pédagogues se crêpent un peu le chignon sur le pluri, le trans ou le multi, c'est pas l'objet de ma rencontre aujourd'hui. Mais dire que le regard unidisciplinaire ou monodisciplinaire n'est pas un regard qui permet d'apporter des solutions à ces problématiques-là. J'avais dit je vois les gens qui prennent notes, j'avais dit que mon montage pouvait être disponible, j'ignore si ça le sera ou pas, je vous regarde tout à coup. Voilà, mais ça n'empêche pas de prendre... C'est bon. Et puis 2 autres points. Bon, je voudrais juste dire que, bon, un exemple ici, les problématiques éthiques fréquentes et multidimensionnelles. Je réfléchissais il y a pas longtemps, parce que au Canada, on vient il y a un temps de décider que en fin de vie, les personnes malades pouvaient être assistées par un médecin. On appelle ça les soins de santé en fin de vie. Mais dans d'autres pays, on appelle ça le suicide assisté. Chez nos voisins du Sud, on appelle ça l'euthanasie. Mais c'est toujours la même situation, hein. C'est toujours la même problématique. Et on peut dire que, pourquoi est-ce que ces regards si différenciés sont portés sur une même situation très problématique? Et celle-là, elle est énorme, mais disons qu'il y a plusieurs situations problématiques qui, dans la vie, correspondent toujours à ce degré de complexité ou à un degré de complexité semblable. Et le dernier point, et j'aurais pas gagné une médaille d'or sur la lisibilité de ma diapo, je voudrais insister sur 2 points. Des situations qui demandent le développement de compétences relationnelles.
quand on regarde, je vais prendre deux exemples. Quand on regarde ce qu'on raconte sur la formation des ingénieurs, on dit quelque chose comme ceci. Ces gens-là devraient apprendre à parler aux citoyens à qui ils présentent leurs projets. Ils devraient aussi apprendre à communiquer avec des gens qui sont des techniciens ou qui vont leur aider à faire le projet sans aucun mépris, sans aucune condescendance. On est dans quelque chose de relationnel. Si vous écoutez les gens qui parlent de la formation dans le domaine de la santé, notamment des médecins, on parle de la même chose. Communication avec le patient, interaction avec les infirmières et tout, voilà. Et les rapports disent il y a des faiblesses dans nos formations là-dessus, là. On devrait aller beaucoup plus loin. Et la même chose sur le plan des compétences qu'on pourrait appeler cognitives. J'ai mis 2 ou 3 éléments. Distinguer ce qui est essentiel de périphérique, distinguer les faits des opinions et distinguer les données valides des données erronées ou tronquées. Mais donc, ça voudrait dire, le contexte dans lequel nous sommes nous invite à être très, très, très préoccupés de ça. Et il y a des rapports qui disent, la formation que vous avez faite jusqu'à maintenant, elle n'a pas autant d'impact qu'on pourrait espérer sur ces domaines-là. Alors, plongeons dans les compétences et dans 10 minutes, période de questions pour vous. Quelque chose de très important, mais qui va aller avec mes analogies au début. Disons que quand on demande à des pédagogues, les gens qui passent leur temps à dire bon, qu'est-ce qu'on fait, comment c'est organisé, on pourrait dire que ces gens-là nous invitent à considérer 2 points dichotomiques. Je vais faire ça aujourd'hui. Et moi, personnellement, quand je travaille, je regarde si ces gens-là écoutent, oui. Quand je travaille avec des équipes, j'accompagne des équipes régulièrement, je leur dis toujours, moi, je souhaite que vous alliez le plus possible vers les compétences, mais réalistement, vous allez placer un curseur quelque part. Et c'est vous, selon, parce que vous êtes en droit, parce que vous êtes en travail social, parce que vous êtes en psychologie ou en architecture, et que vous avez telle et telle contrainte, c'est vous qui allez bouger le curseur. Alors, et c'est vraiment une opposition, donc comme tout ce qui est binaire, ça manque de nuances, là, donc ça va être important qu'il y ait une période de questions. Je dirais qu'à un bout, il y a ce qu'on connaît bien maintenant, les programmes qui sont divisés par discipline, ou les programmes qui sont divisés, morcelés par objectif. Et Bloom, avec cette taxonomie, nous rend de très, très grands services dans cette division-là. Et à l'autre bout, il y a des programmes qui sont développés par compétences ou axés sur le développement de compétences. Donc, je vais travailler dans cette opposition-là jusqu'au moment où vous ayez un temps d'échange avec moi, puis ensuite je reprendrai avec des exemples plus concrets. Et qu'est-ce que ça veut dire cela? Alors, excusez-moi, si on était au bout, je sais pas qu'est-ce qui va, donc je vais aller comme ça, fractionnement, discipline et objectif, c'est la chaîne de montage. Alors, chaque activité de formation, c'est une pièce de l'ensemble, et c'est l'étudiant qui est responsable de réunir ça. C'est pas l'enseignant qui est responsable de réunir ça. Il y a même des gens qui disent, si on demandait au terme de la formation qui est responsable de la qualité de la formation ici, peut-être qu'il n'y aurait pas de réponse. Ou peut-être qu'on dirait, il faudrait engager quelqu'un dans la pédagogie innovante et collaborative pour évaluer la qualité. Ça a un sens très fort. Ça veut dire qu'il n'y a pas un enseignant ou un groupe d'enseignants en particulier qui est responsable de l'apprentissage des étudiants ou de leur progression. Alors, et quand on va à l'autre bout, au bout qu'on appelle intégration, il y a 2 mots importants, le mot continuité et le mot complémentarité. Et là, on est dans une logique de compétence. Ce sont les profs, les enseignants, qui sont responsables de créer explicitement des relations de continuité, de complémentarité. Qu'est-ce que ça veut dire ce mot-là? Continuité. Pourquoi ces activités d'enseignement se suivent d'un semestre à l'autre? Continuité intersemestre. Et l'étudiant devrait être clairement informé de ça parce que
dans les compétences, on dit que l'étudiant fait un parcours, il fait un cheminement. Et dans cette logique-là, ben, il faut toujours bien savoir quel est le parcours, comment il est balisé. Donc la continuité, la complémentarité, quelles sont les relations entre les activités intra-semestre? Pourquoi est-ce que ces 5 cours ou ces 6 sont ensemble en interaction dans le même semestre? Et expliciter, d'ailleurs c'est toujours ça, expliciter leur relation de complémentarité aux étudiants, ou au moins qu'ils en soient conscients. Si on faisait ça, on serait dans une logique compétence maximale. Retenez, je reviens, j'espère que je ne vais pas la mémoire encore, je vais revenir souvent là-dessus. Curseur. Où est-ce que vous pouvez placer le curseur entre l'intégration maximale et le fractionnement ou le morcellement maximal? Et puis, cela fait dire aux gens que quand on est dans une formation par objectif ou morcelé par discipline, on est dans une logique photographique. Qu'est-ce que c'est la logique photographique? Je suis un étudiant qui vient de terminer son premier semestre, puis j'ai trouvé que le cours de physique, c'était vraiment compliqué. J'ai eu 10 sur 20. Je prends ma note, je mets ça, je me dis, enfin c'est terminé. Je mets ça dans mon album photo, puis je dis, j'ai réussi ce truc-là. On est loin des compétences. C'est-à-dire que l'étudiant a compris que j'ai réussi ça, je le mets là, je m'en sers plus. C'est bien normal, c'est tout à fait normal que si on lui demande un jour de réutiliser ça, il ait la bouche ouverte en disant « Wow! » De quoi s'agit-il? Alors que, quand on est dans les compétences, on est dans une logique vidéographique, c'est le parcours. Ça veut dire, chaque activité en prépare une autre ou en poursuit une autre, et on sait comment chaque activité contribue. Je veux dire le mot professionnalisation, là, mais je sais que il y a des formations généralistes qui disent ne pas professionnaliser. Donc, je veux dire ce mot-là, mais dans l'échange, je serais prêt à dire autre chose. Donc, voilà. Alors, ce que je vais faire maintenant pour les 10 premières minutes, je prends donc plus de temps que j'avais dit, mais c'est pas grave. Mais c'est grave parce que l'attention pourrait être diminuée. Donc, je cible ici et je travaille encore dans la dichotomie, fractionnement, intégration, et je vais regarder ça selon 5 paramètres, ou selon 5 variables. Bon voilà, je vais les reprendre un après l'autre. Et puis, cet après-midi, il y a des gens qui sont probablement ici, avec qui je vais travailler, ou nous allons travailler ensemble. Nous allons travailler particulièrement là-dessus, sur les modalités d'évaluation. Donc, j'y passe un après l'autre, et après ça, période de questions pour vous. Toujours dans l'opposition, toujours le curseur. Et voilà. Si vous travaillez, je vais en bas là, de ma diapo. Si vous travaillez dans la logique formation par discipline, par objectif, vous avez un principe directeur important, c'est l'exhaustivité. Présenter le maximum d'informations à l'étudiant. Et qu'est-ce que ça fait un prof qui fait ça? Quand ça arrive à la fin, quand la fin du semestre arrive, on dit « Oh mon Dieu, je ne vais pas couvrir la matière », on accélère pour présenter toute la matière. Parce que le principe qui nous guide, c'est de dire la théorie précède la pratique, l'exhaustivité, et puis il va en avoir le maximum d'informations, puis avec ça, il va faire quelque chose. Et donc, couvrir de vastes domaines de savoir ou de connaissances, c'est vraiment important. Et puis, quand on est dans la formation par compétence, c'est la pertinence qui nous intéresse. Disons, et ça, j'imagine qu'il y a une question qui va arriver là-dessus, sinon j'en parlerai à la deuxième partie. Il y a des gens qui disent c'est vrai, les programmes par compétences, c'est des programmes qui n'ont pas de connaissances ou qui trouvent que les connaissances sont pas importantes. Non, le contraire de ça, mais leur préoccupation, c'est la pertinence, les usages qu'on peut faire. Alors, c'est pas vraiment la grande base de connaissances que l'étudiant a développée, c'est de dire, étant donné la base de connaissances que vous avez développée, qu'est-ce que vous faites avec ça? Faites-moi la démonstration des usages pluriels de ces apprentissages, pas singuliers, pluriels. Et surtout, travailler dans des contextes ou des situations problématiques. Donc, on voit que là, il y a 2 principes directeurs très différents. Et puis, encore là, où est-ce que vous placez votre curseur par rapport à cela?
tout en ayant en tête l'idée que, quand, je répète aussi, quand on fait une dichotomie comme ça, ou quand on dichotomise de cette manière-là, forcément, chaque extrême est un peu une caricature de quelque chose. Donc, il faut avoir ça dans la tête. Quand on regarde l'autre paramètre, disons, la logique, c'est beaucoup du simple au complexe. Ça, on est très fort là-dessus. Et une progression à partir des champs disciplinaires. Et quand on est dans les compétences, on commence avec la complexité, je dirais même, avec le plus haut degré de complexité possible. On veut que l'étudiant soit wow, de quoi il y a quelque chose que je connais pas ici, là, puis je vais plonger dans ça, mais il y a quelqu'un qui va m'aider. Et puis, il y a ici quelque chose un peu complexe à comprendre parce que j'ai pas encore expliqué, je vais donc donner un exemple. Et ça dit une progression qui est tracée à partir des trajectoires de développement des compétences. Bon, on sort de là, je vous donne une explication. Si vous travaillez mettons en génie, et que vous dites que concevoir des projets innovants, respectant l'environnement durable et tout ce qui va avec, là, et que vous dites que les étudiants vont développer cette compétence tout au long de la formation, la question qui va être posée, c'est, au terme de la première année, à quoi va ressembler l'étudiant dans cette compétence concevoir? Au terme de la deuxième année, il va ressembler à quoi? Il va être rendu où dans le développement de la compétence? Et au terme de la troisième, au fin de la formation, il va être où? Alors, ce truc-là, il sera où? C'est le développement des compétences. Supposons qu'on disait, dans le domaine, ça c'est assez général, qu'il y aurait une compétence qui s'appellerait créer des interactions de confiance et de collaboration dans ces démarches professionnelles. Ben, on pourrait poser la même question. Au terme de 2 semestres, on est rendu où? Au terme de 4 semestres, on est rendu où? Au terme de 6. Voilà. C'est juste, donc la progression de l'apprentissage est tracée comme ça. Si vous voulez plus d'exemples, on pourrait en donner. Et la deuxième partie aidera, j'espère, à comprendre ça plus. Le troisième paramètre, je vais passer rapidement là-dessus parce qu'on va travailler avec des gens et moi, on va travailler là-dessus l'après-midi. Je dirais que c'est le plus exigeant et le plus contraignant. Je dirais aussi que la dérive ou le dérapage ou la fin des programmes par compétences dans les écoles primaires et secondaires est une résultante de problématiques liées à l'évaluation. Donc, ce sera important qu'on s'en préoccupe. Sortons de cette diapo-là pour considérer quelque chose de général. Peu importe où vous êtes sur le continuum, tout le monde cherche la même chose, des preuves de l'apprentissage. Par exemple, quand vous faites un questionnaire à choix multiple, j'imagine que vous estimez que les réponses fournies par l'étudiant sont des preuves de son apprentissage. Quand vous demandez à quelqu'un de faire une énorme thèse de doctorat, vous imaginez que cette énorme thèse est une preuve de ses apprentissages. Et quand vous demandez un rapport de stage, la même chose. Voilà. Alors, disons, peu importe où vous placez votre curseur, vous allez toujours chercher des preuves de l'apprentissage. Quand on est dans une logique de fractionnement par objectif et par discipline, les preuves de l'apprentissage relèvent de l'enseignant. C'est l'enseignant qui retrousse ses manches, il fait des tests, il prévoit des moyens, il se pose des questions pour interroger les étudiants en estimant que les réponses fournies sont des preuves. Quand on est dans une logique de compétence, c'est l'étudiant qui fournit les preuves. C'est pas le prof qui fournit les preuves. Et, bon, si vous n'êtes pas là l'après-midi, c'est pas grave. Mais ce serait bien que vous y soyez, mais c'est pas grave. Allez voir sur Internet, Portfolio, milieu universitaire, ou dossier d'apprentissage milieu universitaire, ou e-portfolio. Vous allez trouver une masse de lieux où on utilise le dossier d'apprentissage ou le portfolio comme évaluation des étudiants. Et souvent une évaluation certificative. Et donc, moi je ne vais pas aller plus loin là-dessus parce que ça serait un autre morceau, mais on dirait que dans les compétences, ces preuves sont fournies par l'étudiant. Il doit en faire une auto-évaluation argumentée et
c'est contenu dans un portfolio. Alors que si on est du côté des connaissances, mais les preuves sont sous le contrôle du formateur. C'est lui qui en fait l'appréciation et l'évaluation. Puis bon, QCM, sa réponse brève, c'est que très souvent, on n'a pas le temps de consacrer des heures et des heures et des heures à l'évaluation. Donc, on trouve quelque chose qui est assez rapide. Le QCM, c'est un choix magnifique. Deux autres éléments, comme je vous dis, je passe rapidement là-dessus, mais c'est quelque chose que ça demande des présentations entières parce que ça demande énormément de nuances, de dire on passe d'une évaluation que je faisais à celle que vous faites et que vous me soumettez. C'est facile à dire, mais complexe à mettre en œuvre. Qu'est-ce que ça veut dire dans l'organisation du travail des études? Je dirais que je vais aller c'est comme si j'étais toujours en bas de ma diapo. Dans ces formations-ci, au moins au début dans les premiers semestres, l'étudiant comprend qu'il y a des contenus à mémoriser, que ces contenus sont délimités par l'enseignant ou par le formateur, et dans la mesure où il mémorise ou apprend ces contenus, il peut sortir assez bien ou avec une note respectable de ces semestres. Alors que dans la formation par compétences, on est toujours là c'est le curseur au bout, en train de traiter des situations problématiques. C'est pour ça que dans les programmes par compétences, souvent il y a des programmes qui sont conçus, il y a beaucoup de projets, il y a beaucoup d'analyses de cas, il y a beaucoup de problèmes à résoudre. Et puis il y a des gens qui font l'apprentissage par problème. Voilà, donc vous voyez plusieurs situations comme ça. Et puis on pourrait dire que l'étudiant qui est ici, là, formation par à partir de discipline ou à partir d'objectifs, son temps est structuré de cours ou d'unités d'enseignement au moins, alors que pour l'autre, son temps est structuré à partir de projets, de cas. Encore une fois, pensez que moi, j'argumente les deux extrêmes, puis il y a un curseur qu'on place quelque part selon ce qui est vraisemblable. La dernière, avant votre période d'échange avec vous, ça c'est très difficile, ça ne se résout pas dans une conférence, ça se discute entre nous. Les formations par objectif ou les formations par discipline vivent très, très, très bien dans une culture de liberté académique. Moi, comme prof, en tout cas, je recevais de la part de mon directeur ou de la part du doyen de l'université un titre de cours, Psy 102, puis ça avait 4 lignes, il y avait 4 lignes, je faisais 45 heures de cours. Il n'y avait pas beaucoup de monde autour de moi qui regardait à quoi ressemblaient les 45 heures de cours. Et si les gens m'avaient un peu stressé avec mes 45 heures, j'aurais pu dire, attention, vous mêlez quoi là? Et donc cette structure-là vit bien avec ça. La structure compétence exige une interdépendance professorale. Ça ne veut pas dire qu'on vit dans les mêmes souliers, là, mais ça veut dire qu'on est conscient de ce que l'autre personne fait en amont, ce qui va se passer en aval, parce que c'est un parcours pour l'étudiant. Donc, si on n'est pas conscient de ce qui compose le parcours ou de l'étalement du développement dans le parcours, ce sera vraiment très, très difficile. Alors, voilà d'une manière très dichotomique, à partir de 5 variables, ce qui oppose, même si j'ai dit qu'au début j'allais travailler sur la complémentarité, ce qui oppose, quand on est dans la complémentarité, on s'interroge, mais si je bouge mon curseur, je m'en vais où avec ça? Donc, petite période, mon Dieu, petite période d'échange, et puis après on parlera de compétences. La parole est à vous, ici ou à l'Orient. Voilà. Soyez bien à l'aise. Oui, madame. Oui. Vous parlez d'évaluation en collégialité, par travail en collégialité. Moi, je me pose la question de savoir comment ne pas subir des phénomènes de passagers clandestins dans ce genre d'évaluation. Attendez, je vais retrouver ma diapo, je vais revenir maintenant. Voilà. Il peut toujours y avoir des passagers clandestins. Disons que c'est assez complexe de faire en sorte qu'il n'y en ait pas.
Là où il y a quelque chose qui est très, très exigeant pour l'étudiant, c'est ça ici. Une auto-évaluation, mais pas n'importe quoi, là. Pas dire, oh, j'ai aimé ça. Une auto-évaluation documentée, ça veut dire, tu vas te présenter des preuves de ce que tu as appris, et en plus, tu vas argumenter la progression. Disons, pour vous donner un exemple là-dessus, qui est en dehors de de nos champs de préoccupation, aux États-Unis, il y a beaucoup d'États qui font le passage primaire-secondaire à partir de Portfolio pour les enfants. Anglais, langue d'enseignement, mathématiques. Anglais, langue d'enseignement, voici ce qu'on demande aux enfants. Ils ont 12 ans, là. Vous allez faire un dossier d'apprentissage et remettre ça au ministère, au département d'éducation, au ministère de l'Éducation. Puis dans votre dossier, il va y avoir 3 textes. Donc ça, c'est le minimum. Il va y avoir 3 textes. Le meilleur que vous avez jamais fait de votre vie, le pire que vous avez jamais fait de votre vie, et celui dans le milieu. Disons jusque-là, il peut y avoir beaucoup de clandestins, là. Après, c'est de dire, maintenant, mon beau, là, tu as 12 ans, tu vas faire une auto-évaluation documentée et argumentée. Disons, les 3 textes sont les documents, si on s'entendait là-dessus. Et puis, parce qu'on pense que c'est exigeant, c'est vrai, de faire des portfolios, on peut se dire, sur quoi l'enfant va porter son évaluation. Ça fait 6 ans qu'il va à l'école, et ça fait 6 ans qu'une enseignante lui parle des règles de grammaire. À l'ego, parle de tes règles de grammaire. Comment ton texte respecte tes règles de grammaire. Ça fait 4 ans que l'enseignante lui parle des marqueurs de cohérence. Mais par contre, cependant, parle de ça. Comment on voit que le texte que tu estimes le meilleur a des marqueurs de relation qui dépassent et puis. Et puis, on parle de sémantique. Go parle de sémantique. Donc, il y a 4-5 variables qui sont pas des variables ou des facteurs qui sont pas étranges pour lui, parce que ça fait 6 ans, 4 ans, 5 ans qu'on lui parle de ça, mais on lui dit, OK, tu es rendu à la fin d'une étape importante dans ta scolarisation ou dans la scolarité. Arrête-toi, regarde la compétence, écrire des textes variés et parle de ta progression. Et donc, on pense que les passagers clandestins deviennent... leur vie est très compliquée dans cette auto-évaluation argumentée et documentée. Maintenant, c'est pas... dans des domaines, disons, j'observe que les gens qui font la cartographie conceptuelle, là, ou les mind maps ou des réseaux de concepts, eux estiment aussi que par là, il y a quelque chose de personnel qui s'est fait, mais bon, voilà. Je dirais aussi ce que je vois dans d'autres, à l'Université de Sherbrooke, par exemple, dans le domaine de génie électrique, génie informatique. 200 étudiants, leur scolarité, les 8 semestres qu'ils passent à l'université, donc les 4 ans, passent presque toujours basés sur des projets qu'ils réalisent en équipe, et les profs étaient pris avec cette question-là. Et donc, eux ont mis en place toutes des procédures d'évaluation par les pairs, mais là, encore, il y a toujours des failles possibles. Si je comprends bien le sens que vous donnez aux passagers clandestins ou aux étudiants clandestins. Mais c'est une préoccupation très, très importante. Et cette dame n'a pas posé la question, mais à partir de sa question, je pourrais dire aussi, je pense que à partir des exemples que j'ai donnés pour évaluer les compétences ou ce que j'ai dit, vous pourriez penser que dans l'évaluation des compétences, la fréquence de l'évaluation n'est pas très élevée. Et ça, c'est une question cruciale aussi qui amène parfois les gens à dire « je vais amener mon curseur plus vers un fractionnement par discipline ou par objectif ». Autre... mais ça répond à votre question sans... Oui, c'est la difficulté de faire du travail en collégialité, en gardant une auto-évaluation, enfin, une partie individuelle. Je trouve que ça, c'est pas facile à Exactement. faire. Autre question, oui? Sur l'Orient, Ah. demander peut-être si... Les gens de l'Orient, là. Ça voudrait dire qu'on est à l'Occident, quoi. Vous les voyez mieux que moi, alors, parce que moi, je me vois toujours, donc c'est narcissique, ça, ce genre de truc-là. Vous avez des questions ou...
priori. Oui, donc il y en a deux, là, une dame derrière et vous. Oui, madame. Oui, qu'est-ce que vous conseillez sur, si on imagine qu'il y a un groupe d'enseignants dans une équipe, 1, 2, 3, qui a envie d'évoluer de cette manière-là. On a une dimension collective qui se joue, il faut que ça marche s'il y a un minimum, en fait, j'imagine, comme on n'est pas seul, il faut qu'il y ait une équipe, il faut qu'il y ait quelque chose qui démarre. Est-ce que vous préconisez d'être dans des timings assez courts en termes de timing? Comment il se fait ce passage, ce curseur, petit à petit, d'un point à l'autre? Est-ce qu'il faut être ambitieux et se donner rapidement pour objectif de passer d'un élément à l'autre ou pas? Parce qu'on est sur un changement culturel, c'est des choses qui ne sont pas évidentes en fait dans la culture. Je comprends votre question. Je dirais que vous êtes dans quel domaine, vous? En gestion. En gestion, ok. S'il y avait que vous, ça serait plus simple à répondre que si il n'y avait pas de formation générale, mais allons-y. D'abord, je vais répondre sans tenir compte des formations générales et après, je vais arriver aux formations générales. Ce que je vois, personnellement, le plus souvent, j'accompagne, disons, à Paris-Est, ça fait 16 ou 17 équipes que j'accompagne là. Ce que je vois, c'est les équipes qui vivent avec l'alternance ont tendance à dire l'alternance, ce qui est en dehors du milieu, c'est quelque chose qui vit bien dans une logique de compétence. Ce qui est vrai d'ailleurs. En tout cas, ça vit mieux dans une logique de compétence sans faire des ruptures ou des changements drastiques au début. Alors, je vois des choses comme ça. Je vois des gens aussi qui disent les projets qu'on fait dans la formation, en milieu, dans les murs de l'université, sont aussi des lieux d'intégrer la logique de compétences. Donc, c'est ce que je vois le plus souvent. Et en se disant, par exemple, le rapport de stage ou le rendre compte du projet, ce sera pas la narration, voici ce que j'ai fait dans mon stage, j'ai commencé là, blablabla, je suis allé là, blablabla. Ce sera comment tes compétences ont progressé, lesquelles, et démontre la progression à partir de preuves. Ces gens-là essaient de se concerter avec la personne responsable de l'évaluation des stages. Ce que je vois dans d'autres formations, c'est les gens qui ont un petit groupe de personnes, par exemple, qui travaillent sur 2 semestres en continuité, ou des gens qui sont à l'intérieur du semestre qui disent, nous, comme groupe, nous allons nous réunir dans une unité d'apprentissage, donc plusieurs cours dans une même unité d'apprentissage qui sera cadrée compétente. En prenant soin d'informer les étudiants qu'est-ce qui se passe ici, parce que pour les étudiants, c'est un petit choc émotif au début, et comme c'est quelque chose d'exigeant pour les profs aussi. Donc, mais votre question était... attendez, si j'ai bien compris votre question, et je pense l'avoir bien compris, mais je vais retourner à ça. Votre question était à quelle vitesse on franchit le curseur d'un bout à l'autre. Si on me demandait à moi de donner un exemple d'un programme, d'une formation par compétence qui est vraiment au bout, à votre extrême droite, là, je n'en ai aucune. J'en ai pas. Mais il y a des gens qui sont très, très près de ça. Et je dirais... on dirait que je ne vais pas répondre à votre question, mais je dirais qu'ici, il y a une rupture. Si on commence à demander aux étudiants, c'est vous qui allez évaluer vos apprentissages, on a traversé une montagne, on est rendu ailleurs. Donc, j'irai progressivement, à moins que l'exemple que j'ai donné, génie électrique, génie informatique à l'Université de Sherbrooke, c'est un département entier, les profs ont voté. La majorité était d'accord pour passer un programme par compétence et 2 ans plus tard, tout le monde a passé par compétence. Mais ça, je pense que c'est assez unique dans l'histoire de la pédagogie. Et j'aurais cet exemple-là aussi à la faculté de médecine de l'Université de Sherbrooke il y a 34 ans. Le décanat a décidé que dans la formation des médecins, pas les infirmières par exemple, mais les médecins,
tout le monde allait travailler apprentissage par problème. Et donc, mais ça, c'est une décision. Voilà. Donc, progressivement, en rendant compte de ce que ça change pour les étudiants, par exemple. Parce que les pédagogues, on est trop silencieux sur nos succès et trop bavards sur nos échecs. Il y avait ce monsieur-là et vous après. Oui, il y a une question à Lorient. On peut prendre une question à Lorient? Bonjour, je m'appelle Agnès, j'enseigne les sciences de gestion à l'école d'ingénieurs de Lorient et de Vannes. Je voulais dire qu'on est dans un contexte quand même, une approche disciplinaire par la formation. Donc, en tant qu'enseignant, on est dans une logique aussi de reproduction, c'est-à-dire de faire ce qu'on sait faire, et cette approche disciplinaire. Donc, du coup, si on veut évoluer et aller vers l'intégration, là que je vois sur la diapositive, la question que je pose, mais c'est comment sont définies les compétences et par qui ? Puisque finalement on a tendance à reproduire ce qu'on sait faire, c'est-à-dire l'approche disciplinaire qu'on habille en approche par compétence. Donc c'est un habillage si on part, et en général on part des matières. Donc comment faire en fait pour que l'approche par compétence soit une vraie approche par compétence et éviter l'écueil de quelque chose d'assez masqué. Voilà. Ok. J'allais vous demander où achetez-vous vos vêtements, mais l'habillage compétence. Il y a plusieurs, je sais plus où regarder, là, je vais regarder là. Donc elle me voit bien. Oui, vous. Ok. Je suis obligé de deviner sa réaction, mais c'est pas grave. Vous avez posé plusieurs questions. La première, c'est qui fait le référentiel de compétences? Je dirais que dans beaucoup de lieux, il n'existe pas de référentiel de compétences, donc c'est l'équipe de formateurs qui crée le référentiel de compétences en ayant soin de faire valider le référentiel par des gens qui sont susceptibles de retenir les services des étudiants qui sont formés. Quand le référentiel existe, quand le référentiel existe, il y a des référentiels. Tout à l'heure, je vais donner 2 contre-exemples. Et mes 2 contre-exemples viennent de la CTI, la Commission des titres d'ingénieur en France. Donc, ça va pas bien là, mais il y a 12 compétences. Il y en a 2 qui sont un peu étranges, mais il y en a 10 qui tiennent la route. Et je dirais donc que peu importe que le référentiel existe ou n'existe pas, l'équipe de formateurs doit s'entendre sur le référentiel et faire valider ce référentiel par des gens de l'extérieur. Je vois des endroits qu'ils font valider par les étudiants aussi qui terminent la formation. C'est intéressant, mais c'est assez audacieux. Et cela nous dit que jusqu'à maintenant dans la conférence, je ne vous ai jamais présenté de définition de la compétence. Je vais le faire après cette période d'échange. Et moi, je dirais que une compétence, c'est un savoir agir complexe. Donc, étant donné cette définition que vous allez avoir tout à l'heure, quand on me demande à moi, est-ce que vous voulez travailler avec nous dans le développement de l'approche par compétence, une des premières questions, après avoir dit merci, je demande, est-ce que vous avez réfléchi aux compétences? Si la réponse est oui, je leur demande, mais vous en avez combien? S'il y en a plus que 15, je dis non, c'est pas fait pour moi. Je vais être un très, très, très mauvais accompagnateur. Parce que je pense qu'avec une définition, savoir agir complexe, quand on en a 7, 6, 8, 9, pour l'ensemble de la formation, on a fait le tour, là. Et, alors, mais bon, c'est l'intégration. Alors, mais je suis d'accord avec vous. En fait, j'ai entendu de votre intervention que on a tendance à reproduire ce qu'on a fait, la manière dont on a appris et tout. Et ça, en fait, j'ignore ici, mais je suis devant quelque chose qui s'appelle Salle de pédagogie innovante et collaborative. Disons que Sherbrooke, dont je parle souvent, a un centre incroyable, SF, Service de soutien à la formation, qui aide les profs, qui m'a aidé à aller vers ça. Et si vous avez un soutien externe, c'est bien. Mais il me semble que j'ai fui une partie de votre question, là. Ah, c'est son doigt. Il y a un autre commentaire à Lorient, oui. Ah, mais il y a un monsieur ici, là, qui bientôt... Bonjour. Oui, bonjour.
Excusez-moi. D'abord, merci beaucoup pour ce que j'ai entendu jusqu'à maintenant. C'était extrêmement intéressant. Je suis ici à Lorient le responsable de la licence professionnelle, l'assistant commercial import-export trilingue. Et puisque nous sommes évalués sur l'insertion de nos étudiants par le ministère, la parade que j'ai trouvée pour la question des compétences, ce sont les offres d'emploi disponibles. C'est la première chose que je fais lorsque je reçois les étudiants. Je leur donne une offre d'emploi et je dis voilà à quoi on forme. Et ça m'aide aussi d'ajuster tous les ans au conseil de perfectionnement le contenu, parce que c'est les professionnels, et comme vous avez dit, l'apprentissage, c'est un changement permanent. Donc ça, moi, ça m'aide beaucoup parce que les offres d'emploi ont souvent la même appellation que notre formation. Je dirais oui à ce que vous avez mentionné. Je dirais que dans l'accompagnement que je fais à Paris-Est, les licences professionnelles sont probablement des formations qui très rapidement entre dans la logique compétences. Et j'ai eu entre autres un exemple très intéressant sur les portfolios comme rapport de la progression dans l'alternance. Alors je pourrais vous donner une adresse si vous voulez, vous envoyer un petit courriel à cette dame qui est là, et puis je vous envoie ça. Monsieur. Merci, mais en fait la question elle avait été en partie posée par ma collègue, je suis enseignant-chercheur en gestion aussi. J'avais du mal à imaginer les possibilités de placement en dehors des deux extrêmes, en dehors de peut-être la modalité d'évaluation où là on pourrait mixer, mais pour le corps enseignant, pour si j'ai bien compris le dispositif de formation, j'avais du mal à voir comment on pouvait se situer à mi-parcours ou quelques exemples, peut-être que vous auriez pu à part peut-être fonctionner en UE, mais du coup en discipline, quoi. Prendre un aspect disciplinaire et puis celui-là le basculer. Moi quand faut dire, je vais chercher la diapo là. Vous étiez normalement j'ai plus d'ordre que ça, mais c'est parce que je veux. En fait, je suis désolé, je vais faire ça. Je déteste ça. C'est là où vous étiez là. Oui, et puis voilà, c'est celui-là, mais il y en a peut-être d'autres, ou même quand on parle aussi de l'organisation du travail des formateurs, comment on peut être entre deux, quoi. Disons que quand moi je parle d'unité d'enseignement, c'est d'abord un concept qui n'existe pas au Canada, ou je dirais même en Amérique du Nord. Donc c'est un concept que j'emprunte à vous et je valide ma compréhension. Ce que je comprends de l'unité d'enseignement, c'est qu'une unité d'enseignement regroupe plusieurs, ou peut regrouper plusieurs activités. Et comme ça regroupe plusieurs activités, j'aurais compris que dans une même unité d'enseignement, il peut y avoir plus qu'une discipline. Et c'est là que on pourrait dire, mais voilà, des gens peuvent se regrouper autour d'une unité d'enseignement. Mais je vais vous donner un petit exemple. Ça ne sera pas très long. Non, mais parce que je dévie de ma trajectoire. Où est-ce que j'ai ça? Non, je ne l'ai pas ici. Je vais quitter l'exemple parce que c'est pour cet après-midi, quoi, que je peux aller chercher ça, mais c'est un peu compliqué. Non, mais je vais y aller. Vous allez voir comment mon cerveau est organisé. C'est pas l'air très... Voilà. Ok. Ça va nous permettre de... Voilà. C'est une formation
dans lequel je travaille à l'Université Paris-Est. Et ça, c'est il y a 2 ans. Donc maintenant, je ne sais plus où ils sont rendus. Je m'en veux un peu de ne pas avoir suivi ça. Ça permettra, on n'a pas défini les compétences encore, mais ça permettra d'en voir une. Alors, c'est une formation MIPI mythique, maîtrise, master, innovation, patrimoine immobilier, master, innovation, technologie, de l'information et de la communication. Donc, c'est en alternance et ils étaient beaucoup préoccupés par L3, MA, M2. Vraiment, je parle comme disent les Français, là, parce que c'est pas très québécois ce truc-là. Une compétence, construire la coopération entre les parties prenantes. Et j'espère, de répondre à votre question avec ça. Alors, on a parlé tout à l'heure d'étapes de développement de la compétence, de niveau de développement. Alors, ce que cette équipe-là a fait, il fallait le faire, c'est de dire pour cette compétence-là, construire la coopération entre les parties prenantes, au terme de M2, quand l'étudiant va terminer la formation, il va ressembler à quoi? Et entre vous et moi, c'est très, très exigeant. Je pense que c'est trop. Mais voilà, l'équipe, c'est ensemble qu'ils ont fait les référentiels et tout. Alors, ils ont dit, l'étudiant doit développer les contacts utiles au projet et travailler en confiance avec ses collaborateurs, voilà. Moteur d'une innovation incrémentale ou disruptive. Alors, dans leur truc, là, c'est disruptive, c'est on intègre dans les technologies quelque chose qui est totalement nouveau, qui n'existait pas, alors qu'incrémental, on améliore le système, et voilà, puis ils ont plein d'exemples là-dessus. Et on accompagne et construit avec les utilisateurs du futur système les aspects stratégiques, humains et économiques. Voilà. Alors ça, et l'étudiant a rempli un portfolio. Vraiment, ils le font maintenant, là. Et au terme de la formation, il doit démontrer qu'il a atteint ça. Maintenant, qu'est-ce que l'équipe a fait? Et je vais arriver à... Alors, ce que l'équipe a fait, c'est... vous savez, quand j'ai dit il faut étaler le développement plutôt que les disciplines, mais c'est ça. Alors, ils ont dit, au terme de M2, mais au terme de M2, ça reprend ce qu'on vient de regarder là. Puis, ils ont dit, au terme de M1, l'étudiant doit démontrer qu'il peut réaliser la coordination des acteurs dans un projet, mobilisant les bonnes ressources. Deuxièmement, mettre en œuvre une communication adaptée. Troisièmement, gérer, ça c'est exigeant, parce qu'au terme de MA, gérer dès le début du projet les résistances au changement pour faciliter l'appropriation du futur service. Puis ils ont dit, ben, pour cette compétence-là, mon Dieu, qu'est-ce qu'on peut attendre des étudiants au terme de L3? 2 choses assez atteignables, je crois. L'étudiant organise et mène des réunions. Et l'étudiant maîtrise les outils de communication. Ça, c'est plus léger, je dirais. Alors, bon, où est votre question dans ça? Elle est dans la prochaine diapo. Alors, elle a dit aux gens, qui à L3 collabore? C'est une dame qui était responsable de ça, avec qui j'ai adoré travailler d'ailleurs. Elle a dit, qui est responsable de ça? Et eux ont dit, nous. Ben, elle a dit, vous allez travailler ensemble. Et c'est vous qui allez évaluer cette compétence. Et puis ici, ben, ils ont dit, c'est nous. Grâce à nous, on peut atteindre ça. Elle a dit la même chose. Et la même chose pour 3. Donc, on voit là qu'elle a regroupé, ou elle avait l'idée de regrouper plusieurs unités d'enseignement autour d'une même compétence, disons. Ce que je vois aussi, mais ça, je l'ai pas dans mon montage, c'est quelqu'un dans le domaine de l'ingénierie qui lui dit, par exemple, pour chaque unité d'enseignement, les profs ensemble devront s'entendre sur le projet d'ingénierie qui sera phare ou qu'on va examiner, puis l'évaluation des étudiants dans chacun des cours sera basée sur ce projet-là. Alors déjà, on a fait beaucoup de choses. Et puis pourquoi je suis sorti de mon montage pour aller à celui-là? Pour dire que, à ce moment, il y a beaucoup de flexibilité et ça revient un peu à votre question sur à quelle vitesse, comment. Je chercherais des groupes d'acteurs, d'enseignants, qui sont mobilisables autour d'une même compétence ou de mêmes compétences, et je ferai une progression comme ça. Et mais je regrette de pas. Je voulais rencontrer cette dame-là récemment. J'ai pas pris rendez-vous avec elle, mais je serais curieux de savoir où elle va, parce où elle est rendue, parce qu'elle est vraiment, elle est dans une logique
évaluation constante et régulation du changement. Donc, mais donc c'est un projet très très intéressant. Merci. Une autre question et ensuite oui, deux et ensuite je vais revenir à mon oui. Non, ce que ça m'inspire, c'est qu'effectivement, je me dis, moi, finalement, j'ai été formée, je pense, en apprentissage par fractionnement. Enfin, je pense qu'en France, c'est ça, en primaire, essentiellement ou exclusivement, j'ai envie de dire. Ouais. Et donc, effectivement, comme disait la collègue à Lorient, on a tendance à reproduire des modèles. Ouais. Voilà. Et ce que je me dis, c'est que nos étudiants, en tout cas, ils arrivent, nous, à l'université, avec cette méthode d'apprentissage par fractionnement. Est-ce qu'ils sont prêts enfin, j'ai l'impression qu'ils sont, quand on essaye un petit peu de les bouger des lignes par rapport à cette type d'apprentissage, j'ai l'impression qu'ils ne sont pas prêts. Alors c'est un peu la question de mes collègues, parce que c'est vraiment une révolution dans leur façon d'apprendre, dans leur façon d'être évalués. Et est-ce que ça peut se faire du jour au lendemain? Est-ce qu'on peut décréter dans ma matière ou avec 2-3 collègues, est-ce que je vais faire une approche par compétence et quel sera l'impact s'il n'y a pas en amont en fait une préparation à ce type d'évaluation, à ce type d'apprentissage. Donc je me dis, est-ce qu'on n'est pas un peu trop tard finalement quand ils ont 12 ou 15 ans ou 18 ans d'apprentissage autre, j'ai envie de dire. Ouais, ce n'est certainement pas trop tard. Cependant, dans toute l'intervention que vous avez faite, je soulignais la grande prudence que j'aurais. Alors, on voit que dès qu'on introduit une innovation pédagogique importante pour les étudiants, il faut absolument, c'est un pléonasme, mais quand même, il faut absolument préparer les étudiants à cela et leur donner un soutien qui n'est pas très long, mais qui peut durer une journée ou deux. L'exemple qu'on a de ça, apprentissage par problème. Est-ce que vous connaissez comment ça fonctionne, l'apprentissage par problème? Sinon, ça me prend 3 minutes à vous donner une petite explication. Donc, OK. Dans le domaine de la santé, on fait beaucoup ça, surtout chez les médecins, mais mettons dans d'autres formations. Apprentissage par problème. Sherbrooke est un bon exemple là-dessus, mais il y a plein d'universités françaises qui le font. Au lieu de décrire théoriquement comment ça fonctionne, je vous donne l'exemple. L'étudiant arrive un lundi matin et c'est très, comment je dirais ça, c'est très formaté, l'apprentissage par problème. Donc, disons que nous sommes en médecine. Il arrive le lundi matin, 10 heures, il est là pour 1h30 et le prof qui s'appelle un tuteur présente un problème que les médecins vont rencontrer dans la vie. Ils analysent ça ensemble et au terme de l'heure et demie, ils ont déterminé ensemble quels sont les objectifs d'apprentissage de la semaine. Et donc, 10h, 11h30, à 11h30, les étudiants, tout le monde se quitte, et ils reviennent le vendredi après-midi à 14h pour une autre heure et demie pour rendre compte de qu'est-ce qu'on a appris cette semaine que nous ne savions pas et comment cela est-il utile dans le diagnostic médical et dans l'intervention chez les médecins. Donc, on voit là qu'il n'y a pas quelqu'un qui donne un cours en anatomie, en physiologie, en pathophysiologie. Là. Il y a un problème de santé, disons, neurologique pour en prendre un, et les étudiants doivent lire, consulter et tout, et rendre compte à quelqu'un de ce qu'ils ont appris. S'il y a un truc pédagogique qui est bien documenté dans la vie, c'est ça. Il y a 3 méta-analyses sur qu'est-ce que ça donne, quelles sont les retombées et tout. Voilà. Donc, voilà un peu comment ça fonctionne. Et pour répondre à votre intervention, si je prenais à l'Université de Sherbrooke, pour des raisons historiques et juridiques et autres, on prend les meilleurs étudiants à la Fac de médecine du Québec parce que ils sont choisis sur les notes. Donc, souvent, les médecins disent on a la médaille d'or, la médaille d'argent, la médaille de bronze, finalement, de l'ensemble des collèges. Et pour faire l'apprentissage par problème, il faut lire longtemps, puis il faut apprendre en lisant. Alors, ces étudiants premiers de classe sont excellents pour comprendre en lisant. Nuls pour apprendre en lisant. Ils savent pas comment ça marche.
Ils lisent, ils comprennent, puis ils comprennent tellement bien qu'ils sont prêts à vous faire un grand résumé de 8 pages. Mais ce que vous voulez, vous, c'est un petit schéma synthétique pour dire, mais qu'est-ce que tu as appris que tu savais pas? Changement permanent et que tu vas utiliser comme médecin. Et donc, il y a un entraînement qui est fait pour dire comment on apprend en lisant. Qu'est-ce que ça veut dire? Comment on arrête, à quel moment on arrête de lire? Parce qu'on pense qu'on a fait le tour de la question. Puis ça s'appelle la saturation de l'information. Donc, je donne cet exemple-là, mais je dirais que toutes les innovations pédagogiques doivent avoir un soutien comme ça pour les étudiants. Dans cette fac de médecine, ce que le doyen fait toujours, malgré qu'il y a des doyens qui ont passé, c'est de donner le même soutien aux profs qui deviennent des tuteurs et à chaque 5 ans, demander aux tuteurs de faire un rehearsal, un petit rappel pour dire, bon, ça va comment et tout. Donc, votre question, elle est très importante. Elle dit que si on introduit une innovation importante, on offre un soutien. Même si un tout petit. Vous, qui travaillez avec Macintosh, avec Apple, et puis après, je prends... Merci. Je suis Laurence Molinero, je suis l'une des 2 personnes de la fac de droit qui travaille sur la mise en place de l'approche programme au sein de notre département. Et évidemment, j'apprends plein de choses encore là. Et j'ai pas mal de questions en fait et de réflexions par rapport à l'exemple. Que j'ai enlevé là. Mais ouais, j'ai compris qu'on pouvait ne pas associer tous les collègues. Oui. Parce que notre travail, nous, on est une petite équipe, on est 14 seulement, et donc c'est bien parce que ça permet aussi d'avancer vite. Mais on essaie vraiment d'agglomérer tout le monde à ce qu'on essaie de construire, et c'est vraiment les balbutiements parce que on a effectivement travaillé sur le référentiel de compétences. Ouais. Là, j'ai compris que on n'était pas bon. Parce que... Ah non, mais il ne faut pas dire ça, c'est le curseur. De toute façon, on est parti sur des allers-retours, c'est-à-dire ça va être les essuie-glaces. Hein. On a commencé par définir, on est au-dessus de 15. Donc, de toute façon, on sait bien qu'on est sans doute, on travaille avec Cécile Gandon et on a rencontré notre collègue Christelle Lison déjà, et on va la revoir dans quelques semaines. Mais on sait bien qu'on est allé trop dans le détail et qu'il faut qu'on reprenne un petit peu de distance par rapport à ça et qu'on remodèle le tout. Mais ce que je trouve vraiment difficile, c'est de quitter effectivement l'approche disciplinaire, comme tout le monde dit ici, parce que c'est vrai qu'on réfléchit en termes de compétences, mais dans la discipline. On n'arrive pas encore à prendre un peu de champ, un peu de hauteur. On voit bien comment on va réussir à travailler à 2-3, comme ce qui a été fait à Paris-Est, là. Et là, ça m'aide vraiment à voir que finalement, on va pouvoir travailler de cette façon-là. C'est une manière d'introduire le changement vers l'approche compétence, puis en disant, si vous aviez en tête l'approche programme, ça veut dire il y a encore des parties de la formation qui sont plus cadrées, objectifs, discipline, mais on sait qu'on y va. Alors, il y a des parties... Mais personnellement, quand je travaille avec des gens en Paris-Est, on essaie d'aller au maximum. Mais on voit dans la réalité les contraintes et tout. Est-ce que vous serez là après-midi? Oui. Il y a des choses qu'on peut regarder, mais disons que ce qu'on fait depuis le début de l'échange, c'est regarder comment on peut faire une progression. Et puis les gens, je connais quelques équipes qui ont fait, comme vous avez l'intention de faire peut-être, un changement comme on a tourné. Il faut avoir un soutien important autour, comme vous avez travaillé avec Mme Gandon, on va avoir des gens qui cadrent aussi. OK. Je me donne la parole pour 20 minutes ou 25 minutes. Et là, je cherche à faire la chose la plus significative possible. C'est un prof que jamais répondre à ça. On va aller chez les pompiers. Et je veux juste
illustrer une logique. Donc, on va pas tout lire ce que les pompiers ont fait, là, mais je veux illustrer une logique qui, encore une fois, parle des deux extrêmes. Alors, formateur de sapeurs-pompiers volontaires, 400 heures, c'est en France. Voilà, et ils ont un peu changé maintenant, mais je trouvais tellement intéressant ce qu'ils avaient fait que je me suis dit, tiens, est-ce que vous voulez que j'utilise ça? Alors, ils ont fait un référentiel de compétences. C'est eux, il y a 3 compétences. Et nous allons en regarder une. Mais comme je dis, là, c'est la logique, puis bon, vous aurez le montage, donc vous pouvez lire. Nous allons regarder celle-là. Je trouve qu'ils ont des compétences intéressantes. Disons, pour 400 heures, il faut avoir de l'ambition, par exemple, mais bon. Intervenir au sein de l'équipe secours la personne en qualité de pompier. D'équipier, qu'est-ce que j'ai raconté? En qualité d'équipier. Donc voilà une compétence. Et ils se sont posé la question, cette compétence-là, et c'est là que ça devient très long, là, cette compétence-là, dans quelle situation ou dans quelle activité ou quelle responsabilité l'exige? Donc, ils ont dit, ça, c'est toutes ces responsabilités-là. Alors, vous imaginez que c'est beaucoup. Par exemple, si vous regardez veiller en permanence au respect des règles d'hygiène et d'asepsie, désincarcérer une victime dans des conditions originales, assurer la prise en charge en urgence d'une personne. Voilà, il y en a énormément. Alors moi, je vais en prendre une, OK? Il y a une compétence, il y a plusieurs activités, je vais prendre celle-là. Assurer la prise en charge en urgence d'une personne victime d'une détresse vitale. Ils ont fait la même chose, ben moi je suis leur logique. Donc, ils ont pris ça, ils ont dit quelles sont les connaissances, enfin, savoir, savoir-faire, savoir-être, là. Quelles sont les connaissances que devrait maîtriser le pompier volontaire pour être capable de, c'est pas une compétence, d'assurer cette prise en charge dans la compétence qu'on a vue tout à l'heure. Et donc, ils ont décliné tout ça. Vous imaginez que les pompiers volontaires, ils n'ont pas tous un doctorat ou un L3, là. Ils viennent de tout horizon. L'arrêt cardiaque et ses principes d'action, le système nerveux et ses détresses, le système ventilatoire et ses détresses, allons-y, là, go. Et eux avaient comme logique, qui est une logique compétence, de faire quelque chose comme ça. De dire aux gens, OK, on a une compétence. Cette compétence-là, elle est mise en action dans telle... J'aurais pas dû faire ça ici, là. Elle est mise en action dans telle situation et elle repose, et sa mise en œuvre repose là-dessus. Ce qui voudrait dire, et bon, voilà, ce qui voudrait dire que nous sommes dans cette logique-là. On travaille avec des compétences, on utilise dans des situations, ça va ressembler à ma définition de compétence d'ailleurs, qu'on a besoin de connaissances pour faire ça. Et ça, on est vraiment dans une logique compétence. Qu'est-ce que les profs font en général? Les profs, ils sont assez intéressants. Ils tournent ça à l'envers. Ils font ça. Et ils enseignent. Ils n'ont jamais le temps d'aller aux compétences. Ça, vraiment jamais. De temps en temps, ils peuvent faire référence à des activités ou des responsabilités. Et ça veut dire que, dans le fond, la logique qui est adoptée, c'est celle-là. On travaille d'abord savoir, savoir-faire, savoir-être. Ensuite, les situations, peut-être les compétences. Moi, c'est bien que les compétences, on ne travaille pas beaucoup. Donc, on peut dire que cette logique-là, c'est une logique discipline ou objectif, et que que celle-là, c'est une logique compétence. Bon. Alors, maintenant, il faudrait bien dire quelques mots sur de quoi s'agit-il quand on parle de compétences. Je dirais que il y a, c'est la définition dans laquelle moi que j'ai travaillé, que j'ai argumenté et tout. J'aurais l'idée que on s'entend assez bien, les pédagogues ou les gens qui travaillent dans les compétences, sur ça ici. Savoir agir complexe. Après, là, les gens discutent de
qu'est-ce que c'est et tout. Mais je dirais que si vous êtes dans cette logique-là, une compétence, c'est un savoir agir complexe. Vous êtes dans quelque chose qui est assez consensuel tout en ne l'étant pas. Et il y a j'oublie son nom. Monsieur, il y a un bon Français qui s'appelle Guy Le Bottef, qui a beaucoup apporté au domaine des compétences. C'est un monsieur qui travaille dans la formation continue. Il a écrit des livres sur la professionnalisation et le développement du savoir professionnel. Vraiment, c'est intéressant. Et je dirais que grâce à son influence ou à partir de tout ce qu'il a écrit, plusieurs personnes ont adopté cette définition qui parle de savoir agir complexe. Qu'est-ce que ça veut dire? Bon, le reste, j'ai pas pour. Ben, je pense que les Français ou les Françaises comprennent mieux les définitions que les Canadiens ou les Canadiennes. Donc, mais une définition en soi, ça dit pas beaucoup de choses. Donc, je vais essayer de l'illustrer. Un savoir agir complexe à l'intérieur de plusieurs familles de situations. Puis je vais passer là, ça fait. Alors, si on est quelqu'un dans le domaine juridique ou dans le droit, on pourrait penser que, je mets ça là, c'est glissant, puis je sais que vous êtes là, que un raisonnement juridique ou développer un raisonnement juridique, c'est une compétence. Mais c'est développé que j'aime pas, là, mais j'adore le raisonnement juridique. Et on pourrait dire que la personne qui développe un développement juridique dans le droit de la famille est une situation. La personne qui développe la même compétence dans le domaine criminel, c'est une autre situation de la même famille. La personne qui développe la même compétence, c'est le raisonnement clinique. Dans le droit civil, on est toujours dans la même compétence, mais dans une nouvelle situation de cette famille-là. Alors, pourquoi je raconte ce que je suis en train de raconter? C'est parce que quand on travaille par compétence, on fait de grandes économies. Dans le sens que, quand on dit à l'étudiant la même compétence qui s'appelle développer le raisonnement juridique, tu vas l'appliquer dans ces familles. Le droit criminel, le droit familial, le droit civil, le droit pénal. Puis on continue là, parce que j'ai manque de connaissances dans votre domaine. Bon, il a dit quelque chose d'important là. On lui a dit c'est toujours la même compétence. Il n'y en a pas 50 dans ta formation là. Celle-là, elle est vraiment importante. Et on va te permettre de la développer dans les situations suivantes. Maintenant, le milieu de la définition, c'est un savoir agir complexe qui prend appui sur la mobilisation et la combinaison efficace d'une variété de ressources internes et externes. Très simple. Disons que, pourquoi c'est le mot ressources? C'est parce que les pédagogues sont insensés. Mais il y a le mot ressources parce que les gens, on aurait pu dire savoir-faire, savoir-être. On aurait pu dire quelque chose comme ça, mais les pédagogues s'entendent pas tellement là-dessus. Ils partagent ça, mais ils disent autre chose. Alors, ressources internes, ça veut dire tout ce que vous avez dans la tête. Point. Que ce soit des savoir-faire, des savoir-être, des attitudes, des postures, on s'en fout. Tout ce que vous avez dans la tête. Et ça vous permet d'agir. Ressources externes, tout ce qui est à l'extérieur. Moi, quand j'écris un texte, j'adore écrire. Quand j'écris un texte, que je prends mon ordinateur, puis je demande de corriger mes fautes, c'est une magnifique ressource externe. Quand je vais chercher de l'information sur une encyclopédie, c'est une magnifique ressource externe. Je ne l'ai pas dans ma tête, mais la compétence m'oblige à mobiliser les deux. Quand on travaille dans le domaine de la santé, on demande des radiographies, des prises de sang et tout, c'est externe, mais il faut avoir l'intelligence de regrouper ça, interne et externe. Donc, ressources, ça veut dire plein de choses. Et je reviens au juridique, le raisonnement juridique que l'étudiant va développer dans différentes situations. Il y a une part de ressources internes qui est identique dans tous les cas. Il va mobiliser et combiner ça. Mais il y a une part qui est nouvelle, parce qu'on est dans d'autres situations. Il va apprendre à élargir le champ de la compétence. Donc, ce noyau-là, c'est important de bien comprendre ça, de dire, OK, on est dans un domaine de gestion, par exemple.
ou dans un domaine d'architecture, dans la conception, qu'on conçoive tel type de propriété ou tel type, même musée, on est toujours en train de concevoir quelque chose. On est dans une situation différente et on va mobiliser des connaissances, savoir-faire, savoir être identique, et d'autres, puis on va avoir besoin de ressources externes. À quoi ça peut donc, une fois qu'on a dit ça, quelques exemples de compétences. Le ministère de l'Éducation du Québec oblige toutes les universités qui forment des enseignants et les enseignantes primaires, secondaires, chez nous ça dure 4 ans, à assurer le développement de 12 compétences. Alors, c'est déjà pas mal, mais c'est pas loin de vous, là, voyez-vous, c'est politique. Et une des compétences, c'est ça. Et supposons que vous voulez devenir enseignant ou enseignante au primaire, piloter des situations d'enseignement-apprentissage pour les contenus à faire apprendre, en fonction des élèves concernés et du développement des compétences. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire quelque chose d'incroyable. Les contenus à faire apprendre, il va avoir la langue d'enseignement, il va avoir les mathématiques, il va avoir les sciences humaines, il va avoir les sciences sociales, il peut y avoir autre chose. Et donc, ça veut dire que mobiliser et combiner des ressources, il y en a beaucoup. En plus, il va y avoir des élèves qui sont des élèves en difficulté, des élèves qui sont doués et qui sont regroupés dans la même classe. Alors, vous imaginez tout ce qu'exige cette compétence-là. Donc, je dirais, ça, c'en est une un peu longue, mais que j'achèterais volontiers. Dans une école d'ingénierie de la ville de Paris, une des compétences, et je trouve que c'est une très bonne compétence, c'est concevoir les équipements et les services d'une ville, services techniques d'une ville, et dans un autre endroit, à Liège, qui est dans un domaine de bio-ingénierie, une autre compétence intéressante, c'est poser un diagnostic sur un territoire donné, relativement à l'état des ressources en sol et en eau, en vue d'une gestion durable. Alors, puis je vais aller un petit peu plus loin encore. Je serais d'accord avec vous pour dire que ces compétences-là sont très, très larges, et c'est là où vous devez absolument avoir une définition claire, adoptée par l'ensemble. Si vous êtes en droit et que vous êtes 14 ou 16, idéalement partager cette définition, parce que cette définition va contraindre le libellé ou le formalisme des compétences. Alors, si on sort les 3 compétences que j'ai données tout à l'heure, ce sont des compétences dans des domaines de formation très spécifiques. Ici, on peut dire c'est plus général, je l'avais utilisé, celle-là tout à l'heure, établir des relations de confiance et de coopération dans ces interactions professionnelles, ou interpréter des phénomènes historiques à la lumière de perspectives multiples et contradictoires. Je deviens un prof qui veut couvrir sa matière, je vais de plus en plus vite. Et évaluer l'information de manière critique et constructive. On peut dire que c'est des compétences qui sont moins liées à une profession en particulier ou moins marquées par une profession. 2 contre-exemples, voilà. C'est les 2 premières de la commission des titres d'ingénieurs en France. Connaissance et compréhension, y compris transversale, d'un large champ de sciences fondamentales. Une fois qu'on a dit ça, c'est allez-y, 3 semestres de formation générale, maths, physique, chimie et tout, mais qui sont ancrés nulle part. Et on verrait pas dans ça un savoir-agir complexe. On verrait pas de famille de situation non plus. Puis ici, ma capacité à mettre en œuvre des solutions scientifiques et technologiques, on pourrait dire where, où, dans quel contexte, et pourquoi. Pour, je sais pas moi, pour concevoir un projet, concevoir un nouveau micro-ondes ou concevoir un système d'égout pour une ville qui veut être la plus verte possible. Donc voilà. Bon, moi, je travaille toujours dans le sens savoir agir complexe, mais comme je disais, et je pensais à vous notamment, adoptez une définition la plus claire et la plus partagée possible pour que les gens construisent quelque chose dans cette optique de compétence. Il y a quelqu'un qui a une question? Ou sinon? Oui? Par rapport à vos définitions,
Donc nous, par rapport à notre enseignement classique, il y a qu'un tout petit bout de votre compétence qui a l'air de faire différence dans ton ancienne, assez traditionnelle. Ça serait les ressources internes. Oui. La ressource interne. C'est ça, on crée ça. Hein. Et donc après, il faut qu'on arrive à être, ce que je comprends pas, c'est la situation. On a quelque chose qui est fini sur la dernière partie externe, à l'intérieur d'une famille de situations. Donc on doit définir différents contextes. La famille de situations, c'est quoi? C'est le contexte. Ouais. Deux petits exemples. Quand on raconte à des enfants ou à des adolescents, ou à des enfants, vous allez apprendre, vous allez développer grâce à moi ou à vos collègues, à mes collègues, une compétence qui est écrire des textes variés. Alors, l'enfant devrait comprendre que écrire une histoire ou faire une narration, c'est une situation de cette famille, de cette compétence. Et que écrire des recettes ou des textes qui donnent des consignes, c'est une autre situation. Écrire de la poésie, c'est une autre. On est toujours dans la même compétence. On met toujours en œuvre une base de ressources qui est identique, plus quelque chose qui n'est pas du tout identique, qui est différent, mais on apprend à mobiliser, combiner. Et puis on pourrait continuer comme ça, comme écrire un éditorial, c'est une autre situation dans la famille, etc. Comme j'avais essayé avec le raisonnement juridique pour dire l'utiliser dans le droit criminel, le droit familial, le droit pénal, le droit civil. On est toujours même compétence, situation qui varie à chaque fois. Et l'étudiant devrait comprendre qu'il n'est pas en train d'apprendre quelque chose qui est « Ah, wow, nouveau ». Il est en train de mettre en œuvre une compétence qu'il a déjà développée ailleurs et qu'il amène avec lui un grand bagage. C'est ça la force de l'approche par compétence. C'est une déclinaison, en fait. On décline... Qu'est-ce que vous voulez dire par une déclinaison? Une déclinaison, à partir du moment où on a une compétence, on l'applique finalement à un champ qui peut être croissant. Oui, puis et ce champ, oui et non, mais je dirais oui. Et ce champ croissant, il est défini par les responsabilités professionnelles. Voilà. Et comme vous êtes dans le domaine de la gestion, je connais pas beaucoup, mais on pourrait dire, je sais pas moi, la gestion bancaire ou la gestion d'une petite et moyenne entreprise, peut-être je dérape en donnant mes exemples, une petite et moyenne entreprise ou d'autres gestions, on pourrait être dans une compétence que j'ai pas formulée, mais qui serait toujours, ce sont les situations qui varient, les situations de mise en œuvre, et cette variation des situations de mise en œuvre oblige de nouvelles combinaisons de Ça fait rire votre voisine, mais je pense que elle acquiesce à ça. Mais si je revenais en arrière ici, là, ici par exemple, je sais plus où j'ai mis mon crayon, je m'inquiète du temps qui passe. Si on revient à cet exemple-là, on pourrait dire que si on était un enseignant au primaire, les champs d'enseignement, la langue, les mathématiques, les sciences naturelles et tout, sont des situations différentes. Son pilotage de situation, c'est toujours la même compétence, mais elle apprend à le faire dans différents contextes. Vous vouliez ajouter quelque chose? Non, je me posais la question de savoir s'il fallait, si l'approche dont vous parliez par fractionnement ou intégration, à ce que vous disiez au début, c'est vraiment deux choses qui sont séparées, ou est-ce que l'apprentissage se fait pas de façon circulaire en ayant à la fois compétence, mais aussi besoin de fractionnement pour répondre à une compétence, etc. Enfin, est-ce que, voilà, est-ce que finalement c'est pas autour, enfin voilà, très bonne question. Distinguer vraiment de façon séparer ces deux approches, ou est-ce qu'elles se répondent pas ou se complètent pas ou se... Ok. Très bonne question, et je la renvoie à l'intervention de votre collègue ou l'intervention précédente. Et si j'ai bien compris, vous avez dit, ce que nous faisons maintenant, c'est développer ça, les ressources internes. Je suis 120% d'accord avec ça. C'est ce qu'on fait. On développe des bases de connaissances, et on estime que ces bases de connaissances vont devenir des ressources mobilisables et combinables. Et c'est là où on n'est pas certain, finalement, est-ce qu'on y arrive ou pas? Parce que le QCM ne va pas nous dire si l'étudiant peut mobiliser ou pas. Et ce qui va nous dire s'il peut le faire, c'est est-ce qu'il peut nous mettre dans une situation particulière.
Alors, donc, voilà, ça, je dirais ça. Et moi, ce que je vois souvent dans les accompagnements que je fais, c'est des personnes qui disent vous avez besoin de vous lever très tôt le matin pour me convaincre que je peux évaluer les ressources à l'intérieur d'un contexte. Je vais continuer à les évaluer en elles-mêmes et pour elles-mêmes. Donc, on est resté dans cette logique-là. Alors, ce que vous dites, maintenant, vous dites, est-ce qu'il n'y a pas une boucle, dans le fond, d'un à l'autre? Il y a un bon français à la retraite maintenant, qui s'appelle Michel Devilliers, qui a écrit des choses très intéressantes et qui disait des choses très intéressantes. Puis il disait, parce que ma réponse va s'inscrire dans ça, il disait c'est vraiment spécial parce que on dirait que la question que les pédagogues se posent toujours, c'est qu'est-ce qu'il faut faire en premier? La théorie ou la pratique, ou les compétences et les connaissances, puis bon, on tourne comme ça. Si par exemple, vous faites, vous êtes dans une approche par compétence et que vous êtes en gestion également, je crois. Non, maths. Maths. Oh! Et vous êtes, vous êtes dans un domaine de, je sais pas, tiens, allons-y, vous êtes dans la fiscalité, et puis vous travaillez avec des collègues dans un domaine de compétences, et vous réalisez que dans une étude de cas, les étudiants comprennent, à peu près tous les étudiants, une grande majorité des étudiants, ont des problèmes importants dans la compréhension d'une base mathématique. Ben, on arrête le TGV et on fait quelque chose qui formalise cette base-là. Donc, on travaille là-dessus. Et qu'est-ce que je viens de faire? Je viens de dire que on va pas commencer par les maths pour aller au cas, mais on va commencer par le cas et tout à coup, en arrivant à des embûches qui se répètent au même mur, on décide que ça serait bien le temps de demander à une prof de maths de nous dire... Mais une fois que j'y réponds comme ça veut dire que le temps, l'organisation du travail n'est plus la même et c'est autre chose. Et c'est encore là le curseur, et cette fois-là, c'est sur l'organisation du travail. Mais voilà, vous avez raison de poser cette question. Ce que vous m'incitez à faire, parce que là, je vois le temps passer, j'ai dit au début que j'allais travailler sur la complémentarité. Je ne suis pas tellement. Disons que si vous travaillez dans une approche par compétence et que vous voulez faire le changement pour toute la formation, vous allez devoir mettre en place une approche programme. Vous respectez les principes organisateurs de l'approche programme. Et c'est là où ces deux concepts ont une parenté très grande. Mais, dans les exemples que moi j'ai donnés ce matin, c'est comme si j'avais dit, et je vis comme ça professionnellement, que tout à coup, on ne pourra pas faire l'approche programme d'un bout à l'autre, mais on va dire, ici on peut, ici on ne peut pas, ici on peut, on ne peut pas, voilà. Et, mais c'est pas deux entités de nature différente, l'un et l'autre. Disons, l'approche compétence se pose la question de l'apprentissage des étudiants. L'approche programme entre par ce qui nous réunit comme enseignants, préoccupés par l'apprentissage. Mais c'est pas deux monstres séparés. C'est pas deux monstres. Puis à travers ça, il y a des gens qui parlent de l'alignement pédagogique. Alors l'alignement pédagogique, c'est hyper simple. Ça veut dire ce que vous évaluez, c'est ce que vous enseignez ou ce que les étudiants ont comme situation d'apprentissage et vous avez un haut degré de cohérence là-dessus. Parce que si on était étudiant, puis on connaissait ce qu'on connaît, on verrait qu'il y a beaucoup d'incohérences dans la formation, notamment dans l'évaluation. Si vous décidez que l'apprentissage coopératif, les projets en équipe, c'est très important, l'étudiant pourrait bien vous poser la question qu'est-ce qui vous a pris pour ce matin ou cette semaine pour faire des évaluations individuelles. Vous croyez qu'on apprend en coopération, puis trouvez ça magnifique. Comme on voit, vous savez, l'apprentissage par problème que j'ai décrit tout à l'heure.
dans le domaine de la santé, on voit des gens qui travaillent avec ça. Et à la fin du semestre, ils font des évaluations QCM, c'est-à-dire aux étudiants, on est en dehors de nos souliers. Là. La meilleure évaluation, apprentissage par problème, c'est les gens qui embauchent des comédiens, qui sont des patients simulés. Ça va aussi vite qu'un test écrit. Et l'étudiant rencontre 3 patients simulés, puis il fait un diagnostic, puis il fait une carte sur ses connaissances qui permettent de son cheminement, son raisonnement clinique cette fois-là, puis voilà. Non, mais ça, c'est cool. Donc, pensez toujours à cet alignement. Une autre question ou deux. Finalement, j'oublie parfois les gens qui sont à Lorient. Je regarde un peu leur figure. Autre question, vous les voyez? OK. Je veux bien terminer ça. Enfin, j'espère. Je vais aller à quelque chose qui est très important dans les situations d'apprentissage pour les compétences, c'est de concevoir que les connaissances, et ici j'aurais pu mettre encore le mot ressources, mais disons les savoir-faire, les savoir-être, depuis longtemps, là, depuis le début de la présentation, ce sont des outils qui sont extrêmement importants et qui servent à la planification, à l'action et à la réflexion sur l'action. C'est pour ça que quand on entend des gens parler de l'approche par compétence, on les entend souvent dire l'auto-évaluation argumentée, la réflexivité ou la réflexion sur l'action. C'est toujours à partir de cette compréhension que les connaissances sont des outils. C'est 3 pour moi. Ce que je vois personnellement parmi les changements que je trouve les plus intéressants, c'est des lieux, par exemple, qui disaient avant l'approche par compétence, le rapport de stage des étudiants était un vrai somnifère. On lisait ça, puis c'est comme mais dans le fond, les étudiants comprennent qu'on peut faire un rapport de stage comme une narration de quelque chose. Ils disent maintenant, on demande aux étudiants de faire une présentation orale de ça en disant quelles sont les compétences que tu as développées, quelles sont les preuves que tu as développées ça, surtout, quels sont les nouveaux apprentissages que tu as faits en insistant sur ça dans une logique de planification, action, réflexion. Et puis, dans les 4 minutes qu'il me reste, à moins que vous ayez d'autres questions, ce que j'accepte très volontiers. Ça va. Un petit clin d'œil sur l'évaluation qui ne va pas reprendre, excusez-moi, 3 points, ça va nous conduire à midi, qui ne va pas reprendre ce qu'on va faire l'après-midi, mais ça fait juste créer un cadre pour les personnes qui sont ici ou là-bas et qui ne sont pas présentes cet après-midi. 3 choses, mais il y en a 9 dans le fond, mais ces 3 premières sont les plus importantes. Une évaluation qui vise à déterminer les forces et les faiblesses de l'étudiant. Quand on fait une analyse des évaluations qu'on réalise jusqu'à maintenant, nous sommes habiles à souligner les faiblesses de l'étudiant, mais très, très peu enclins à souligner les forces de l'étudiant. Un exemple de ça, il y a quelqu'un qui parlait de l'école primaire tout à l'heure, c'est quelqu'un ici. Supposons qu'à l'école primaire, on faisait une dictée, prenons la chose la plus simple, et que l'enseignante décide qu'elle va évaluer ça sur 100%, et qu'à chaque faute, elle décide d'enlever 5 points. Supposons de dire à un enfant, tu as eu 7 fautes et tu as 65%, ça veut rien dire. Ça veut vraiment rien dire. Les parents, c'est les jouisses de ça, mais ça veut rien dire. Et en plus, c'est-à-dire que c'est une évaluation qui est faite sur des manques, et l'enseignant transforme ce manque-là en quelque chose qui dit qu'est-ce que tu es vraiment. Le plus important, c'est de dire
Mais voici les forces que j'observe dans ta dictée, par exemple. Quand il est question de pluriel ou féminin, pour dire des choses banales, ça va. Mais quand il est question de participe passé, tu trébuches sans arrêt, ou tu trébuches pas sur avec être, mais tu trébuches avec avoir, et voilà. Alors, donc, une évaluation qui dirait, peu importe dans le cours, dans le stage, dans le projet, dans l'étude de cas, qu'est-ce que tu sais maintenant et qu'est-ce que tu ne sais pas, mais qui devrait te permettre, que tu devrais combler, parce que c'est un manque vraiment important. Et ça va pas très bien si on pense au curseur qu'on déplace, ça va pas très bien avec la compensation, ou avec 10 sur 20 est un bon seuil de passage. Mais bon, après... Et puis, dans le deuxième point, on pourrait dire, juste avant le deuxième point, moi dans ma vie, j'ai eu la chance de diriger beaucoup de thèses de doctorat. C'est vraiment une chance dans la vie professorale, puisque ça permet de toujours être à jour grâce à des étudiants. Et ce qui m'a toujours étonné, c'est ces grands évaluateurs de thèses qui arrivent et disent vous savez, madame, votre thèse de doctorat est vraiment une très, très bonne thèse. Ça a pris 1 minute à dire ça, ou 30 secondes. Il dit « mais », puis il commence pour 20 minutes. Et dans son « mais », il y a juste ça ici. Mais je ne vois pas que, je ne vois pas que. Je dis « ok, mais tu vois quelque chose, et quoi ?» Et donc, ça, c'est passablement difficile dans l'enseignement. Je reviens à celui-là. Ça repose sur l'idée que le professionnel le plus dangereux est celui qui ne sait pas ce qu'il ne sait pas. Et donc, si vous êtes quelqu'un, si vous avez des étudiants qui terminent la formation et qui ne savent pas ce qu'ils ne savent pas, c'est donc une insistance vraiment très grande sur prendre conscience de ce que je ne sais pas, étant donné les problèmes que je vais à résoudre ou les situations que je vais affronter, tout en sachant ce que je sais. Et pourquoi insister autant là-dessus? C'est parce que la formation, c'est un parcours. Et ce n'est pas grave de ne pas savoir quelque chose au terme du premier semestre ou du deuxième, dans la mesure où on est conscient de, et qu'au troisième semestre, on pourra intégrer ce qu'on ne sait pas et faire, et pousser plus loin le développement de la compétence. Et disons qu'une fois qu'on a dit quelque chose comme ça, on a presque mis les pieds ou un bras dans le portfolio ou dans le dossier d'apprentissage. Et pour terminer ça, une évaluation, c'est clair aussi, là, une évaluation qui met l'accent sur les changements. Qu'est-ce que tu sais maintenant que tu ne savais pas avant, plutôt qu'une évaluation qui met l'accent sur un état final, qui serait, on est au terme du cours, tu as réussi un examen et tu as 14 sur 20 à l'examen, qui donne un état final, mais qui ne parle pas de la progression. Oui? Alors, pour l'évaluation numéro 2, quel dispositif vous mettriez en place pour qu'ils prennent conscience de ce qu'ils ne savent pas? C'est-à-dire il y a un entretien en début d'année, comment on pourrait faire et à la fin de l'année c'est-à-dire que c'est pas quelque chose qu'on peut faire. Vous avez compris la question? Ok. C'est pas quelque chose qu'on peut faire facilement en dehors d'un dossier d'apprentissage. Toutefois, si vous faites des questionnaires à choix multiples, vous pouvez faire un QCM hyper classique, disons, bon, tac. Vous pouvez faire autre chose. Vous pouvez travailler avec des degrés de certitude. Par exemple, vous êtes, moi j'enseigne, je sais pas, la psychologie, vous suivez un cours avec moi, puis parce que j'ai 400 étudiants, je décide qu'il faut faire un QCM pour me sauver la vie, là. Et puis, donc à chaque question, il y a 4 possibilités de réponse, et je vous demande à vous indiquer votre degré de certitude de la réponse. Alors, vous dites, par exemple, disons, qu'est-ce qu'apprendre? Voilà. Puis, vous avez coché mémoriser. Et puis, je suppose, parce que c'est le prof tardif, c'est la mauvaise réponse. Et c'est un changement permanent qu'il a fallu cocher. Et vous dites mémoriser, et vous dites, je suis 100% sûr, vous perdez 2 points.
parce que non seulement vous avez la mauvaise réponse, mais vous avez la certitude que c'est la mauvaise. Mais, si vous dites un changement permanent, puis vous dites, ah, ça, je suis 100% convaincu de ça, eh bien, vous en avez 2. Mais si vous racontez que, oh, je pense que c'est, je sais pas, j'ai pas d'autre idée pour une autre réponse, et vous dites, ça, je suis pas certain, ben, vous avez 0. Ça vous donne rien, mais ça vous enlève rien, parce que, dans le fond, vous alliez peut-être consulter quelqu'un si vous étiez dans la vie professionnelle. Donc, on pourrait dire, c'est pas un maillon fort, mais on pourrait dire que vous avez intégré dans le QCM quelque chose qui dit, êtes-vous certaine que vous savez ça, là? Ou êtes-vous certaine que vous ne le savez pas? Alors, bon, un petit moyen, mais dans les portfolios, surtout quand les étapes de développement sont définies, ben, les étudiants disent, par exemple, disons, j'ose pas aller dans la gestion personnelle parce que les spécialistes, si, mais disons, la coopération entre les parties prenantes. Là. Il y a les étudiants qui disent, puis à l'Université de Paris, ben moi, j'étais incapable de gérer quelqu'un qui parle tout le temps, blablabla, puis qui n'arrête pas de parler. Et puis, maintenant, j'arrive un peu mieux, mais si cette personne-là est en plus obsessive, compulsive, je suis pas. Parce que là, il y a trop de détails. Donc, on pourrait dire, je peux maintenant mettre en place quelque chose qui tient compte de la différence, mais j'ai encore un bout de chemin à faire parce qu'il y a des caractéristiques auxquelles je n'arrive pas. Chère madame qui m'avait conduit jusqu'ici, là, c'est vous, et qui avez ouvert la séance, c'est vous qui... Oui, ben on va s'arrêter. Si vous n'avez... Je me souviens de votre prénom, Émilie, mais j'ai oublié votre nom de famille, donc... Non, mais c'est comme ça. Oui, bah du coup, on va s'arrêter là, et cet après-midi, bah, ça aura lieu de toute façon dans la même salle. Alors, ben, oui. Merci de votre attention, et avant que j'aie mon idée de curseur, que je travaille avec ça, les gens m'énervaient un peu parce que j'avais l'impression que les gens disaient « Ah, le mal est là et le bien est là ». Pour moi, c'est pas ça du tout. Le mal n'est pas dans les objectifs et les disciplines et le bien dans les compétences. C'est juste que, étant donné les limites qu'on observe, c'est un curseur qu'on bouge en disant « On devrait vraiment se préoccuper du maximum d'apprentissage chez les étudiants ». Merci beaucoup. Merci.